Donc, bonjour à tous, je suis Marie Ayotte. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis une artiste, je suis une autrice et une metteur en scène. Je suis aussi une personne en situation de handicap. Et je me sens vraiment choyée aujourd'hui de vous parler de partenariat à large, mais aussi d'art, de science et de comment on peut faire un mariage des deux qui est vraiment au cœur de Théâtre déchaîné, qui est la compagnie que j'ai partie en 2019. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on existe. Théâtre déchaîné, c'est une compagnie qui pense à l'accessibilité dès le départ. Notre passion, c'est de tout le monde mérite d'avoir accès à du théâtre, d'être des citoyens culturels, de pouvoir avoir accès à des œuvres, que ça soit théâtrales, mais de toute forme d'art qui puissent être pensées pour eux avec leurs besoins, parce que des gens, que ce soit pour des questions de situation de handicap, mais aussi d'âge, de géographie, de situation financière, de situation familiale, qui sont proches aidants, pour plein de raisons le théâtre et les autres formes d'art ne sont pas adaptées pour eux. En même temps, on pense aussi à ceux sur la scène, comment on peut faire des partenariats, comment on peut penser nos processus de création pour s'assurer qu'on puisse inclure des gens dits marginalisés ou dits de la diversité fonctionnelle dans nos processus. Donc, on adore ce qu'on fait. C'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de recherches à faire. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des fondements de l'organisme, les principes de base sur quoi on se fie. Puis je vais passer à travers nos projets artistiques qu'on a fait dans le passé pour vous montrer un peu des fonctionnements qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait et comment on envisage le futur dans tous ces aspects-là, parce que nous, on parle beaucoup de santé, on travaille avec des gens qui vivent ces situations-là, on est vraiment par et pour les gens, tous nos processus sont inclus des gens qui vivent les situations dans lesquelles on parle. Donc, ça nous a fait réfléchir beaucoup à comment on peut mettre ça en place dans un concept qui mélange l'art, mais aussi d'autres disciplines de l'interdisciplinarité. Donc, comme je vous dis, nous, à la base, ce qui nous fait triper, c'est l'accessibilité créative. Donc, comment l'accessibilité peut devenir un moteur pour faire de la création artistique. Il y a, que ça soit par, on va faire de l'autodescription poétique, que ça soit qu'on pense à des nouvelles scènes théâtrales pour rendre ça accès à ceux qui n'ont pas le privilège de pouvoir venir en salle. Il y a énormément de façons que de mettre l'accessibilité comme le premier moteur de création et pas quelque chose comme on voit trop souvent à la fin du processus créatif. Donc, OK, on a fait notre pièce maintenant, comment on pourrait peut-être le rendre accessible? Ce qui va faire qu'il y aura toujours des parties de l'accessibilité qui sont délaissées. Mais évidemment, l'accessibilité universelle est une magnifique utopie, mais est très difficilement réaliste, surtout quand on veut s'assurer d'aller penser en profondeur, parce que qu'est-ce qui rend accessible à une certaine partie, à certaines communautés, va automatiquement rendre ça non accessible à d'autres parties ou à d'autres communautés. Donc, évidemment, on se doit de penser nos spectacles avec des communautés dites de la diversité fonctionnelle ou marginalisée spécifique pour assurer de convenir réellement à leurs besoins et non un peu quand même à leurs besoins. Évidemment, je vais parler beaucoup, mais n'hésitez jamais à lever votre main par le petit emoji si vous avez des questions. Donc, dans nos principes de base avec l'accessibilité créative, on travaille beaucoup avec un principe qui s'appelle l'accessibilité intimacy, qui est un concept de l'autrice Mia Mingus, qui est comme idée que l'accessibilité, c'est bien plus que de l'environnemental ou une rampe ou quelque chose comme ça. Il y a des principes de base qui fait que l'accessibilité, c'est tous les petits points. C'est autant les communications que pour nous de la dramaturgie, de l'éclairage, des costumes, de tous les aspects d'une création et de tous les aspects de la vie. Ça devrait être pensé à l'accessibilité et non purement fonctionnel ou purement architectural comme trop souvent c'est pensé.
Fait que ça, c'est un des principes de base de théâtre déchaîné. Sinon, on travaille aussi beaucoup avec le curb cut effect. Je suis désolée, malheureusement, il manque souvent de termes francophones encore dans les termes, encore une fois, de disability studies, dans ça, où c'est un concept de Angela Glover Blackwell qui, sur un trottoir, il y a une bordure abaissée pour que les gens puissent passer, que ce soit des personnes avec une poussette ou avec un fauteuil roulant. Mais ça l'aide des gens, mais ça n'empêche pas tous les autres de passer. Ce qui fait que moi, sans être en fauteuil roulant ou sans poussette, je peux passer par là. Dans le même principe, ça, on peut l'appliquer partout. Par exemple, si on met 10 de lumière dans une salle, bien, ça l'aide des personnes neuroatypiques, ça l'aide des personnes anxieuses à mieux se sentir à l'aise dans l'espace théâtral que du noir complet, mais ça n'empêche pas tous les autres de pouvoir profiter de la pièce de théâtre, de la scène. Donc, c'est vraiment des concepts comme ça qu'on réfléchit pour assurer qu'il n'y ait pas de ségrégation on pense à l'accessibilité ouverte. Donc, en accessibilité, il y a deux types d'accessibilité. Il y a l'accessibilité fermée. Donc, par exemple, dans une pièce, je mets des écouteurs pour entendre l'autodescription parce que je suis une personne aveugle, par exemple, mais les autres ne l'entendent pas. Mais il y a l'accessibilité ouverte. Donc, mettre de l'autodescription que tout le monde entend, peu importe ta situation, ce qui amène à une idée de premièrement, d'être tous ensemble, mais ça change l'œuvre dans son cœur tout en rendant ça accessible. Pour nous, l'accessibilité ouverte est une chose sous-estimée qu'on veut vraiment mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose pas dans tous nos spectacles, ça dépend chacun de sa théorie et ses communautés, mais qui fait partie du cœur de notre travail. Et on travaille beaucoup dans des démarches documentaires et autodocumentaires. Autodocumentaire signifiant une personne comme moi, par exemple, qui vit une situation X. Je vais parler de ma situation, mais contrairement à l'autofiction, je n'essaie pas de rendre ça plus beau, de faire des beaux liens. Vraiment, je vais parler de ma réalité de la façon la plus réelle et honnête possible pour que d'autres gens se reconnaissent là-dedans, se sentent entendus, se sentent écoutés, s'ils n'ont pas le porte-voix qu'on a la chance des fois d'avoir en art. Mais il y a d'autres gens qui vont se sentir épaulés là-dedans. On va en reparler dans certains de nos spectacles qu'on a eu la chance de faire. Et on travaille avec de la recherche participative, donc s'assurer que justement, on est épaulé par supposons qu'on travaille sur un spectacle avec ou par des personnes sourdes, on aide des conseillers, conseillères qui vivent ces réalités-là, qu'on puisse aller faire nos recherches en amont avec des gens, comment je dirais ça? Plusieurs gens, donc pas une seule expérience, mais plusieurs expériences parce que les situations d'handicap, c'est quelque chose qui est évolutif, qui est dynamique. Je pense pas que je l'apprends en grand monde ici, mais par exemple, moi qui fais entre autres de la fibromyalgie, ma réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain ou dans 10 jours, dans un mois. Donc, ce que j'ai besoin aujourd'hui, ça, donc, c'est pas parce que je suis non plus neuroatypique, pardon, je suis une personne autiste, que une autre personne autiste vit les mêmes réalités que moi et a les mêmes besoins que moi. Donc, je ne peux pas dire que ma seule propre expérience à moi correspond à celle de tout le monde. Et c'est toutes des choses auxquelles on doit prendre en compte. On doit aussi prendre en compte les principes du polyhandicap ou des syndromes qui fait que ça peut changer la réalité d'une personne sans être pour tout le monde la même chose. Puis c'est beaucoup des choses qui sont à la fois fascinantes de travailler en accessibilité, mais aussi qui amènent plein de défis parce que j'ai beau dire, ah, pour ces communautés-là, ça fonctionne. Non, dans certains cas, ce n'est pas vrai. Et il y a aussi des questions de goût. Par exemple, on a travaillé sur un spectacle où on avait une autodescription accessible pour les personnes aveugles, mais elle était à distance. Il y a des mondes qui veulent être en salle. OK. Donc, on doit aussi s'adapter au-delà d'une situation
physique et ou psychologique et ou mentale de quelqu'un aussi à des aspects juste de goût, d'intérêt, d'ambition, de plein de choses qui font partie aussi de respecter la personne dans son entièreté et non juste en signe de sa condition, de sa réalité physique. Donc, et c'est sûr que comme on travaille avec des gens aussi sur scène, ça nous fait beaucoup réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dire sur ces réalités-là, sur ces diverses situations de la diversité fonctionnelle. Et une chose particulièrement importante quand on veut mettre ces réalités-là, en tout cas du moins pour nous, c'est ne pas aller dans l'inspiration porn, dans cette idée qui vient de l'activiste Stella Young de que ça soit donc inspirant et donc merveilleux simplement parce que tu es une personne en situation de handicap ou autre, que tu nous inspires. On va te mettre sur scène, puis c'est déjà merveilleux tout ce que tu es capable d'accomplir, tu es sur scène. C'est très, très important pour nous d'aller bien au-delà de ça, parce que ça reste une forme de capacitisme, d'être impressionné pour faire la même chose que quelqu'un d'autre parce que tu es dit en situation de handicap ou que tu vis une certaine condition. Donc, par exemple, on va en reparler, on travaille présentement avec un spectacle avec des artistes des Muses. Les Muses, c'est une école de professionnalisation pour les artistes avec une déficience intellectuelle et sur le spectre de l'autisme. Et on travaille sur un spectacle avec eux où ils vont eux-mêmes parler ils vont écrire les textes en co-création de leur réalité face à l'autonomie et la mort. Donc, comment ils vont penser à ça? Ne pas aller toujours dans des sujets de « Ah, parce qu'on pense que tu écris moins bien ou tu n'es pas capable d'aller dans des pensées aussi complexes. » On va réduire ça, puis non, c'est du capacitisme à l'état pur. Et c'est malheureusement des fois ce qu'on voit quand on parle de mettre des gens de la diversité fonctionnelle sur scène, et c'est exactement ce qu'on veut éviter. J'aurais une petite photo à vous montrer parce que je suis tombée là-dessus la semaine passée. Si tu veux bien, Eleonora. C'est juste une petite image que j'ai vue passer, mais qui me parlait vraiment beaucoup que l'émerveillement, ça vient à l'intersection de l'art et la science. Puis pour nous, c'est réellement ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut parce que c'est le merveilleux de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'art, c'est de promouvoir des faits réels, des faits scientifiques, des recherches, de mettre de l'avant des gens, des réalités, mais aussi dans une façon esthétique et d'une autre façon que certains gens n'ont pas accès. Donc, c'est ça. Je vais revenir à cette photo-là, ça ne sera pas bien long. Donc, pour faire le tour de spectacles ou de choses qu'on a faites avec Théâtre déchaîné, on a fait, entre autres, le projet qui s'appelle Tantôt, demain peut-être, qui est un spectacle qu'on a fait en 2020, en juin 2020, donc début de la pandémie, où on a fait un spectacle un à un, une personne, une autrice, une actrice au téléphone pour un spectateur. C'est un projet qui s'est adonné à jouer là, mais qui est un produit de 3 ans de recherche et de partenariat pour parler de ces femmes qui regrettent la maternité. J'ai interviewé au-dessus de 30 femmes et plusieurs spécialistes pour être sûr de bien comprendre la réalité. Et à travers ces témoignages-là, j'ai monté un texte qui était au téléphone, donc, et participatif. Donc, la personne qui répond au téléphone, le spectateur ou spectatrice, était impliqué, pouvait parler autant ou aussi peu qu'il voulait. C'était comme une conversation, mais mise sous une forme théâtrale, comme un peu dont vous êtes les héros. Donc, il y a des embranchements, il y a « Ah, mais si… » Donc, on va là, parfait. Et
il y a vraiment toute une réflexion sur quand on implique des spectateurs, sur l'implication éthique des spectateurs. Comment s'assurer de respecter leurs limites? Comment s'assurer de pas, surtout quand ils sont seuls chez eux au téléphone, comment s'assurer de ne pas ouvrir une porte qu'on ne peut pas refermer parce qu'après, ils vont être seuls. Donc, des choses qu'on a travaillées pour penser à ça, c'est on a exploré, on a travaillé sur des principes de théâtre-thérapie. Donc, des choses qui peuvent nous assurer de pouvoir aller aussi loin que possible dans le sujet, de parler de sujets aussi importants que celui-ci. Et de faire comprendre par les paroles des femmes, parce que c'était du verbatim, ce sujet-là, mais en assurant la sécurité, donc en offrant des ressources, en offrant un guide dès le départ qui expliquait tout à quoi s'attendre pour assurer de diminuer l'anxiété, de respecter que la personne pouvait raccrocher en tout temps et de faire qu'est-ce qu'on appelle en dramathérapie du derolling. Donc, même si on ne demandait pas de jouer un personnage à la personne, aux spectatrices, aux spectateurs au téléphone, mais on lui dit à la fin, on peut se parler, donc on revient à la réalité. C'était toi, mais dans une autre réalité. Mais là, parlons pendant 5-10 minutes avec la personne, juste pour faire, OK, on revient à la réalité en douceur, dis-moi comment tu te sens. Donc, ce qui amène les actrices qui ont fait ce spectacle-là à jouer un rôle aussi beaucoup d'écoute, d'empathie, mais d'assurer aussi leur sécurité à elles. Dans des choses, leur refaire, ce qu'on veut s'assurer, par exemple, c'est de mettre à la disposition de notre équipe des thérapeutes en relation d'aide, par exemple, pour pouvoir parler. Donc, il y a toujours, quand on fait ce genre de projet-là, s'assurer de la sécurité de tout le monde et de travailler aussi, on parle d'un sujet très sensible, donc s'assurer qu'on a les bonnes informations, qu'on ne divulgue pas des choses qui sont fausses, des choses qui peuvent être toxiques, des mauvaises idées. Donc, ça reste de l'art, ça reste qu'on doit prendre une prise de position artistique. Et on ne peut pas couvrir tout. On n'est pas un papier scientifique, on n'est pas. Mais il y a quand même une façon de réfléchir à l'art tout en restant, encore une fois, sécuritaire et en donnant des bonnes informations qui ont été vérifiées. Donc ça a été tantôt demain peut-être. En pleine pandémie, en novembre 2020, on a fait ce qui s'appelle Planétarium 2.0. On a eu la chance que Pierre Tremblay-Thériault nous a construit une plateforme. Donc, on a pu faire un spectacle à distance. Toutes les actrices, moi-même et la personne à la régie, donc qui faisait la technique, étaient chez eux. Et je vais vous montrer des photos, on faisait de la vidéo et un chat anonyme où tout le monde avait un nom d'étoile, donc Planétarium. Et Planétarium parle d'anxiété généralisée. C'est tous les gens qui étaient sur le projet vivaient eux-mêmes de l'anxiété généralisée. Et on voulait partager notre expérience en laissant une porte aux gens qui participaient de parler par écrit avec moi pendant le spectacle pour parler de leur propre expérience avec de l'anxiété de façon anonyme pour respecter leurs besoins, de pouvoir qu'ils puissent être aussi honnêtes ou libérés qu'ils se sentent sans Ah, c'est quoi ton nom? Ou Ah oui, je vais te reconnaître dans la rue, ou tout ça. Et en même temps, ça changeait l'œuvre. Donc, on se parlait, puis moi, je pouvais dire aux actrices dans un autre chat caché, Ah oui, on va aller dans telle direction, ou on m'a posé cette question-là dans le chat, est-ce que tu veux y répondre? Donc, on a pu vraiment faire ce spectacle-là. On a fait 10 représentations. Je vais vous montrer quelques photos de qu'est-ce que ça donnait. Donc, comme vous voyez ici, on a Emmanuel qui est à l'écran. On faisait un spectacle dans des bacs
d'eau. Donc, on faisait du visuel qui ressemblait à des planétariums, mais qui avait la possibilité d'avoir des miroirs ou de bouger les caméras pour que les gens voient. Et sur le côté, moi, je n'étais pas dans le spectacle, mais j'étais dans le chat où je pouvais parler avec les gens, mettre des photos et ça se répondait le spectacle et le clavardage. Je vais vous en montrer une autre. Donc, ça, c'est un peu plus loin. Puis, l'avantage de ça, c'est qu'en pleine pandémie, il y a énormément de gens, on ne se disait pas du tout thérapeute ou rien, mais on a été fait beaucoup de recherches, on a été appuyés, puis on pouvait laisser les gens qui n'avaient pas réellement de support à ce moment-là, un exutoire. Et on encourageait, on donnait aussi une fiche à la fin de ressources pour pouvoir parler, pour pouvoir aider des systèmes scientifiques reconnus pour aider avec l'anxiété et des regroupements auxquels ils pouvaient rejoindre en avoir de besoin. Donc, la prochaine photo, c'est chez Andréane, une de nos actrices. Donc, c'était comment ça se faisait chez eux avec le texte lu, micro, les bacs d'eau. Donc, on faisait ça chacune chez nous. Puis, c'est une plateforme qu'on va pouvoir réutiliser pour faire plein de projets parce qu'on s'est aperçu que en théâtre, on peut parler des grands enjeux. Puis ça reste la base du théâtre, de pouvoir être un endroit de société pour parler des choses, de pouvoir avoir des conversations. Mais beaucoup de gens font, que ce soit pour plein de situations, c'est difficile de prendre parole, mais au téléphone, par le chat anonyme, ça laisse une liberté aux gens de pouvoir réellement être inclus et tout en respectant leurs limites. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Après notre spectacle qu'on vient de terminer, justement, on a fait un spectacle qui s'appelle Des mots à la fenêtre. Des mots à la fenêtre, c'est un spectacle qui a été pensé et réalisé spécifiquement pour les personnes avec des troubles neurocognitifs, avec Alzheimer, tout ça. Et on a fait le tour de résidences et d'hôpitaux au Québec jusqu'en Abitibi. C'est un spectacle porté par Audrey Desrosiers, qui est une thérapeute spécialisée avec ces communautés-là. Et on a été chercher aussi beaucoup de, 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 de savoir-faire. On a parlé avec des gens spécialisés pour penser à comment faire un spectacle adapté à ces communautés. Donc, c'est un spectacle où il y a de la danse, c'est un spectacle où il y a beaucoup d'odeurs, on parle beaucoup du souvenir, où les gens sont invités à parler de plusieurs de leurs souvenirs et où on construisait un poème. Audrey construisait un poème avec tous les participants. Il était des groupes de 15 qui étaient envoyés après à eux. Donc, pour faire une activité, pour donner un répit aux proches aidants, on a fait ce spectacle-là, entre autres, dans certaines maisons Gilles Carle. Donc, ça a été vraiment un très beau projet. Je peux vous montrer quelques photos. Donc, ça, c'est Audrey, qui est justement la maison, une des maisons GIA, où on a pu faire ce projet-là, où les gens participaient. Ça a vraiment été un magnifique projet et je crois réellement qu'il y aurait plus de place. Ça a été très dur à certains moments de trouver une place, d'être accueilli dans ces endroits-là. C'est sûr, on ne va pas minimiser du tout l'effet de la pandémie. On a commencé ça en 2021, mais ça reste qu'il y a de la place pour être accueilli. Ça prend des spectacles
réfléchis spécifiquement et des spectacles qui demandent aussi peu de matériel. On pouvait, nous autres, s'installer en 15 minutes. Un spectacle clé en main, mais je crois qu'il y a réellement de la place pour ce genre d'offre-là et je sais que ça a été fortement apprécié par les équipes. Je vais juste prendre un peu d'eau. Donc, après ça, en novembre dernier, on a fait un spectacle qui s'appelle Les silences infinis des requins pèlerins, qui est un spectacle très personnel pour moi parce que je vis avec de la fibromyalgie depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai un diagnostic depuis que j'ai 18 ans. Et je voulais parler des réalités de la douleur chronique qui est pas juste du fait d'avoir de la douleur, mais c'est le jour après jour. C'est tous les enjeux sociaux que ça l'amène, que ça soit de travailler, que ça soit de juste de ne pas avoir de siège parfois quand les métros sont très longs. Il y a énormément de réflexions sociales et personnelles reliées à la douleur chronique. Et j'ai eu la chance de monter un spectacle là-dessus avec 8 autres comédiennes qui vivaient elles-mêmes de la douleur chronique à divers aspects et des proches aidantes vivant avec des gens qui vivent diverses situations de douleur chronique. On a eu la chance d'être appuyés par des chercheurs en fibromyalgie pour nous épauler dans notre recherche. C'est toujours difficile de trouver le contact, de trouver le lien de ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup avec Théâtre déchaîné, de comment créer des bons partenariats avec l'art, avec des artistes, parce qu'on n'est pas comme je travaille avec énormément de docteurs et de futurs docteurs, mais je n'en suis pas une. Et des fois, c'est dur de se faire prendre au sérieux parce qu'on est en art, on est vu des fois pas avec les mêmes langages, le même ça. Mais il y a de très, très beaux partenariats, je crois, à faire. Et je crois que Silence infini des requins pèlerins en est un exemple. Ce fut un processus de presque 2 ans qui a compris beaucoup de séances de juste s'asseoir avec tous des gens qui ont vécu cette réalité-là et d'en discuter, de voir c'est quoi nos enjeux, c'est quoi nos réalités. Ce qui nous a amené aussi à réfléchir à comment on travaille avec divers gens qui ont diverses réalités physiques. Et nous, ça nous a amené à développer notre propre devis d'accessibilité. Pour ceux qui ne le savent pas, un devis d'accessibilité, c'est une fiche, pour nous, c'est comme presque un sondage où on demande les gens de divulguer tous leurs besoins, que ça soit quand est-ce que tu as besoin d'un document avant la séance? Est-ce que le soir, quand est-ce que c'est trop tard pour tes besoins de santé? Toutes ces réflexions-là, c'est bien si on les sait d'avance comme producteur d'un spectacle, mais ou en quoi que ce soit pour pouvoir vraiment donner aux gens tous les besoins qu'ils ont et d'essayer au mieux d'offrir un espace de travail sécuritaire, agréable, mais aussi positif parce qu'on ne va pas se mentir, la culture et les arts, et particulièrement le théâtre, est un art d'extrême. On aime ça, on dit, on va faire une résidence, mais c'est 40 heures, des jours de 12 heures, les spectacles des fois, comme Rome dernièrement, 7-8 heures. On est un domaine de l'extrême qui n'est pas adapté pour bien des gens. Il y a énormément de gens dans ce show-là qui m'ont parlé, qui ont perdu des opportunités parce que leur douleur chronique faisait que des producteurs avaient peur de les engager. Ah, mais si tu ne seras pas là ce jour-là. C'est en effet toute une planification et c'est vraiment toute une réflexion à avoir sur comment accueillir les gens, comment donner ce qu'il faut, mais aussi on a comme
les mêmes impondérables de tous. On est en or, là. On a un budget limité, on est sous les subventions, des fois on les a pas. Puis il y a tout aussi les réflexions au-delà de la diversité fonctionnelle. Donc, les parents, les femmes qui viennent d'avoir un enfant, comment les accueillir adéquatement? Est-ce qu'on peut avoir une gardienne? Est-ce qu'on peut... Il y a toutes ces réflexions-là qui sont vraiment au cœur de notre travail, mais en même temps demandent tellement de support, tellement et de recherche, parce que ça ne veut pas dire qu'on pense qu'une chose va aider, que c'est la bonne chose, que c'est ça qui va réellement aider. Donc ça fait partie des réflexions. Je vais vous montrer quelques photos de qu'est-ce que ça l'a donné. Donc, ici, on a la merveilleuse Andréane Giguère qui travaille régulièrement avec moi, avec nous, on avait fait faire un bassin pour parler de tout ce principe de noyade-là, en tout cas, qui est, moi, ma perception des fois avec la fibromyalgie. Donc, on a pu créer ça. Dans l'autre image, on peut voir qu'on avait la chance d'avoir Jennifer Manning et Odan Youssouf qui étaient avec nous, qui étaient des interprètes LSQ, qui sont ça. Et on avait plusieurs comédiennes sur scène en même temps qui parlaient toutes un peu des différents aspects de la réalité de vivre avec de la douleur chronique. Et sur l'autre photo, il y avait Lilia qui faisait de l'autodescription parce que ce show-là était pensé en scène parallèle, donc quelque chose qu'on développe pour que le show soit présenté à la fois à distance, mais aussi en salle, les deux en même temps, mais avec leur propre dramaturgie, leurs propres idées. Donc, qu'est-ce que Lilia disait en autodescription? On ne l'entendait pas en salle, parce que malheureusement, en salle, habituellement, quand c'est des principes comme ça, c'est eux autres qui ont tout. Et là, on voulait penser à ceux à distance. Donc, il y avait un micro dans l'eau que seulement les gens à distance avaient accès. Ce genre de choses-là. Et aussi, ça nous a permis de voir l'importance de ce genre d'options-là parce que quand on a joué en novembre, il y avait une grosse grippe qui déferlait partout et beaucoup de gens ont juste pu faire ben, je ne me déplacerai pas pour ma sécurité et celle des autres, mais parfait, je vais l'écouter à distance. Et il y a des gens qui ont fait les deux expériences. Et ces deux expériences en soi qui sont complémentaires, mais différentes. Donc, ça a été un beau premier laboratoire pour tester pour nous les possibilités, mais aussi toute la technique que ça prend pour faire ce type d'innovation et de recherche. Donc, à travers tout ça, ben, Théâtre déchaîné est un organisme de recherche. On s'inscrit vraiment dans une recherche. On est épaulé présentement par le Conseil des arts du Canada pour faire une première phase de recherche de plusieurs pour bien comprendre les besoins en art vivant de diverses communautés parce qu'il manque énormément de données. S'il y en a quand même quelques-unes pour par exemple, les communautés des personnes aveugles, il en manque énormément et particulièrement dans toutes les troubles de santé mentale où, par exemple, qu'est-ce qui est le plus approprié pour faire du théâtre, par exemple, pour convenir aux personnes schizophrènes. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il manque énormément de données. Et on ne peut pas réellement construire adéquatement sans avoir ces données-là. Donc, ça fait partie de notre travail, de notre mandat à travers de la recherche participative, d'essayer d'aller chercher ces informations-là et de commencer à bâtir des spectacles qui incluent ça. Parmi nos autres projets, comme je vous disais tantôt, on a des souliers pleins de sable avec les muses, où ça va être un travail de co-création avec des artistes avec une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l'autisme, mais aussi qui va nous permettre de faire des recherches sur en salle, parce que c'est un spectacle pour adolescents de 14 à 17 ans, et comment on peut faire des spectacles qui réfléchissent aux gens avec des TDAH. Donc, parce qu'il y a des moyens de le réfléchir, probablement,
pour aider. Ça reste que du théâtre, ça peut être difficile pour certaines personnes, mais comment pour rendre ça plus agréable? Ça fait partie de nos réflexions. Et c'est ça. Donc, on est rendu là. On a plusieurs beaux projets aussi. On travaille sur la médiation culturelle pour faire des monologues documentaires avec des personnes aveugles et aussi de l'art visuel avec des personnes aveugles. On travaille en ce moment là-dessus. On a plusieurs projets, mais ce que je voudrais surtout vous partager aujourd'hui, c'est à quel point je crois l'art peut être vraiment un beau mix avec tout ce que vous faites, pour réfléchir ça de façon parallèle, mais aussi de façon ensemble, de façon à aller chercher d'autres communautés, de penser de façon différente les mêmes problématiques et d'accueillir la prise de parole de gens qui vivent ces situations-là ou qui sont proches aidants. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Marie. Ça a été, c'est vraiment une belle séance. Merci beaucoup pour tes partages. C'est très enrichissant. Je pense qu'effectivement, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé dans le chat que c'est vraiment fantastique comme séance. Puis merci beaucoup pour ta présence, là. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, des commentaires, des partages. Marie-Pascale? Ouais, j'arrive pas à me lever ma main, je sais pas pourquoi. Là. Il y a plein d'emojis, mais pas celui-là. Ah oui, je me suis trompée, c'est à côté. Bonjour, merci beaucoup pour cette super belle présentation. Et puis vraiment, c'était agréable de vous entendre là, et de voir un peu toutes les différentes activités qui sont menées. Et vous avez insisté sur le fait que vous étiez aussi dans une démarche de recherche. Oui. Je me demandais un peu, est-ce que vous travaillez avec des chercheurs pour justement, comment on pourrait dire, transmettre les résultats de recherche sous un format de théâtre? Parce que moi, je travaille beaucoup sur plein de projets différents de soutien par les pairs. Il y a beaucoup de témoignages de patients et puis il y a comme des dynamiques qu'on pourrait mettre en scène pour mieux faire connaître finalement un projet, puis qu'est-ce que ça peut apporter à des personnes justement avec plein de situations différentes et de problématiques de santé. Donc je voulais un peu savoir comment, est-ce qu'il y avait des liens qui pouvaient être faits avec des chercheurs pour travailler sur des projets? Je crois qu'il y a 100% des liens qui peuvent être faits. On veut faire ça, c'est réellement dans nos ambitions et on commence à en faire. C'est sûr qu'on est parti plus au départ par les associations communautaires parce que c'était un lien plus facile à faire et honnêtement, on n'est pas une grosse équipe, on est en or, donc il y a tellement à faire de démarchage, mais ça serait réellement dans nos ambitions. On est chanceux, on commence à avoir des beaux liens aussi avec des chaires de recherche universitaires qui sont dans divers domaines, plus souvent en art, mais aussi en santé. Mais ça serait quelque chose qu'on veut développer parce que un des principes d'art de théâtre déchaîné, c'est que il y a plein de choses absolument incroyables qui se fait dans le niveau universitaire et de recherche. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se font en art professionnel, mais je vois peu de liens. Et comme je disais tantôt, moi, j'ai la chance, je me tiens avec beaucoup de gens qui sont à l'université, qui font ces recherches-là. Et je fais, hey, ça, j'ai imaginé ça, ça serait rare. Ils me font, ouais, mais ça se fait déjà dans les universités. Il y a ça que j'ai vu. Mais ça ne se rend pas jusqu'à la plupart des gens, ça ne se rend pas jusque sur les scènes théâtrales ou culturelles standards. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire un pont entre les deux, de pouvoir. Et aussi que, justement, des innovations, des choses sur ça, mais que la parole des gens qui sont dans le milieu de la santé, dans toutes ces sphères, se ramasse parce que souvent aussi sur les scènes, sans discréditer aucun projet, ben c'est souvent, c'est moins les gens qui l'ont vécu qui le portent. Qu'est-ce que vous dites là? C'est exactement le but, qu'est-ce qu'on veut faire avec Théâtre déchaîné et tous nos projets, de pouvoir créer ces liens-là, d'emmener ces paroles-là et ces partenariats-là, tout simplement. Et comment il faut s'y prendre concrètement là, si
Moi, on a un projet qu'on aimerait commencer à discuter avec Vous vous. Qu'est-ce qu'il pouvez faut? écrire à info en théâtre déchaîné, je vais vous le mettre dans le chat. Ouais, ça serait bien. Mais est-ce Euh, qu'il faut faire une demande après de financement ad hoc là, pour Ben, c'est montrer ça. comment Nous, c'est fait? évidemment, nous, on peut, en tant que théâtre déchaîné, nous, on peut pas faire on peut faire des financements au Conseil des arts, mais on peut pas faire de demande de financement dans les universités. Là, qu'est-ce qui arrive? Justement, on vient de faire 2 lettres pour des chaires de recherche où on collabore, mais c'est pas nous autres, c'est pas nous qui peut aller chercher du financement universitaire. Et on va pas se mentir, on a moins accès à du financement dans le milieu des arts qu'on en a dans les autres domaines. Les conseils des arts, les montants sont beaucoup moins gros. Mais, On a un projet qui a été financé par les 3 fonds de recherche du Québec, mais oh, wow. et maintenant qui a été financé que par 2, mais excluant celui sur la santé qui est sur les cancers de tête et cou, enfin, cancer du visage. Et c'est vraiment un sujet hyper intéressant pour démystifier ce que c'est, mieux comprendre comment on vit avec cette problématique et tout. Et on a un peu de sous pour faire tout un pan théâtral autour de ce projet. Donc, je me disais que ça pourrait être intéressant d'explorer avec vous comment ça pourrait atterrir. Bien sûr, ben, écris-moi, puis ça va me faire grand plaisir qu'on D'accord. puisse Ok, ben on regarder. va faire. Je suis avec Sacha Gadiri sur ce projet-là. Et puis lui, il a un fou de théâtre là. Donc, on pourrait vraiment. On pourra regarder tu sais, les possibilités, puis tout ça avec grand plaisir. D'accord. Très bien. Ah ben, un grand merci. Merci. Oui, Pascal. Donc, Marie a ajouté j'ai vu que tu as ajouté le courriel dans le chat. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce genre de partenariat-là possible. N'importe quoi, dès que ça va nous faire grand plaisir, c'est vraiment quelque chose qu'on veut créer, des collaborations qui sont au-delà des fois de juste, on va faire un spectacle ensemble, mais des fois, ça peut être aussi, nous autres, on travaille en médiation culturelle, mais au-delà de faire engager ou de collaborer avec Terre déchaînée, des fois, de juste discuter de ces enjeux-là parce qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir. C'est merveilleux parce que c'est toute une réflexion sur l'éthique et sur le contenu, puis sur l'esthétique, mais ça en emmène aussi, tu sais, je parle avec ma grande amie Andréane presque tous les jours sur tout ce que ça implique, faire ce genre de projet-là dans toutes ces sphères-là. Parfait. Puis tu en as parlé aussi que ça prend des années de recherche et de préparation aussi pour que ça aboutisse aussi. Donc, on le voit là, à quel point ça Oh prend. oui, c'est ça, ça prend, c'est des projets de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est des projets aussi qui demandent des grosses équipes, mais en même temps, c'est des projets pertinents qui commencent à avoir de l'ouverture aussi en culture plus large. On voit des intérêts grâce, on va dire un peu grâce, mais au théâtre documentaire commence à avoir une place meilleure au Québec en théâtre, mais ça fait que ce genre d'initiative-là peut rentrer là-dedans et est plus ouverte. Non, c'est super. Est-ce que quelqu'un voudrait partager d'autres questions, commentaires? Merci Marie pour une vraiment excellente présentation. C'était super. Ah, c'est tellement beau, toutes les choses que tu nous as présentées. Vraiment, c'est passionnant. Moi, je suis étudiante au doctorat, presque finie, mais je travaille dans le milieu de la douleur chronique, puis je regardais sur le site Internet du théâtre pendant ta présentation, puis j'ai vu un partenariat avec le RQRD. Donc, j'étais curieuse. Est-ce que tu envisages dans le futur d'autres projets dans le domaine de la douleur? Oui, c'est sûr. À vrai dire, je suis en train de réfléchir en ce moment même. Vous avez une exclusivité. J'aimerais beaucoup penser à faire un spectacle de la douleur, mais pour les enfants. Pour parler de la douleur chronique pour les enfants et ados, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'aurait aidé. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça. Puis, Silence Infini, Requin Pèlerin a eu sa première laboratoire, mais n'a jamais. C'est quelque chose qu'on veut poursuivre, qu'on veut aller plus loin. Fait qu'il y a beaucoup de choses je veux explorer puisque ça reste un sujet proche de moi, mais c'est un sujet que je vois
pour autant de monde qui vivent ces ramifications de ça que je vois très peu parler. Donc, c'est sûr que c'est un sujet que personnellement, j'aimerais beaucoup continuer de pouvoir développer et développer dans diverses sphères. C'est vraiment cool. C'est une vraiment belle idée. Puis je t'encouragerais, peut-être c'est déjà des choses que tu sais, mais il me semble qu'il y a quelqu'un à un moment donné au Québec, peut-être à l'UQAT, qui OK? a déjà écrit un livre pour Ouh. enfants sur la douleur. J'espère que ce n'est pas des fausses informations que je te Non, donne, mais je regarde. Hey, mais si ça existe, on veut ça, je vais aller voir. Ah, ben, merci. Non, je n'avais pas entendu parler de ça. me semble, je chercherais parce qu'il y a plusieurs chercheurs, chercheuses à l'UQAT qui font beaucoup de recherches sur la douleur. Je chercherais Anne-Marie Pinard, puis en tout cas, si je me rappelle des autres noms, je le mettrai dans le chat. Parfait. Je Oui, serais curieuse pour pousser un peu plus les idées par rapport à la douleur, puisque c'est ça qui m'intéresse. oui, bien sûr. Est-ce qu'un projet artistique avec soit en ciblant une population de cliniciens ou en travaillant avec des cliniciens, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire aussi? Oui, c'est quelque chose qui m'inspire moi, mais qui nous inspire en tant qu'organisme vraiment beaucoup. Absolument, c'est ça. Présentement, on vient de recevoir notre financement au fonctionnement, parce qu'on est très, très, très chanceux. Mais là, justement, là, on est en train d'essayer d'avoir toutes les ressources parce qu'évidemment, je ne peux pas faire tous les projets par moi-même. Fait que là, c'est ça, c'est de trouver notre équipe, de bâtir notre équipe pour faire ce projet-là, parce que c'est le genre de projet que j'adorais mener et qui sont importants, je crois, à mener dans plein de sphères, mais aussi, comme je disais tantôt, que ça ne reste pas dans l'université et que ça ne soit pas séparé. Moi, c'est ce genre de choses-là, j'aimerais pouvoir l'emmener en théâtre. J'aime pas le mot professionnel, mais je ne réussis pas à trouver le ballon. Mais je pense que c'est assez clair qu'est-ce que je veux dire là, de ça. Mais oui, ça serait tellement quelque chose que je pense que ce serait, moi, en tant que pour la démarche, mais pour un type de projet comme ça, pertinent. My God, ce serait pertinent. 100%. Merci, merci, c'était vraiment fantastique. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aurait des dernières questions, commentaires avant qu'on termine la séance pour aujourd'hui? Non? Ok. Donc, si on veut suivre tes productions, Marie, les productions du Théâtre déchaîné, on peut te suivre sur ton site web, j'imagine? Notre site web, vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook. Vous pouvez toujours nous écrire, quoi que ce soit, ça nous fait toujours grand plaisir. Cette année, on n'a pas un spectacle qui s'en vient tout de suite, parce qu'on est justement dans des processus de création, mais il y a des choses qui s'en viennent en médiation puis en recherche là, qu'on est en train de finaliser. Merci beaucoup. Merci Marie pour ta présentation. Je vois vraiment des belles réactions, puis beaucoup de monde dans le chat qui te remercie. Donc, merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne journée.